Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, notre collègue Amine va vous présenter une sélection de jurisprudence récente en matière de fin du contrat de travail. On va passer en revue plusieurs sujets comme la jurisprudence récente sur les travailleurs protégés et la question de cumul des indemnités, le licenciement pour motif grave et la force majeure médicale. De temps en temps, nous ferons aussi référence à l'accord du gouvernement Arizona parce que, comme vous le savez tous, cet accord contient de nombreuses propositions qui touchent à la fois les employeurs et les travailleurs en matière du droit de travail. Une première loi programme circule déjà, mais le nombre de sujets concernant le droit du travail qui y figurent est très limité. On peut donc s'attendre à ce que certains points soient développés plus en détail après l'été ou dans les prochains mois. Nous vous tiendrons bien sûr informés sur toutes les évolutions législatives. Avant de donner la parole à Amine, je voulais vous préciser que vous pouvez poser des questions pendant la présentation via le chat et les slides vous seront envoyés par la suite. Je vous souhaite un bon webinaire. Alors, merci Emma pour cette introduction. Donc, comme vous l'a expliqué, nous allons aborder plusieurs thèmes successifs que vous voyez notamment au slide. Et pour commencer notre analyse, intéressons-nous à un point important de la rupture du contrat de travail qui concerne la notification du délai de préavis. Donc, c'est une formalité qui est en apparence simple et qui est pourtant source de contentieux récurrents, notamment à cause des exigences strictes contenues dans la loi sur les contrats de travail. Et que nous dit cette loi? Eh bien, cette loi énonce que tout licenciement moyennant préavis doit être notifié à peine de nullité, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste. Mais que se passe-t-il lorsque l'employeur ne fait pas usage d'un de ces deux modes? Est-ce qu'il peut vite se corriger? Et surtout, à quelles conditions? Et c'est précisément à ces questions que répond la Cour du travail d'Anvers. En fait, elle a été amenée à statuer sur une affaire qui concernait une travailleuse qui a été convoquée par son employeur à un entretien. Et lors de cet entretien, l'employeur décide tout simplement de la licencier et va lui remettre une lettre de licenciement moyennant préavis en main propre. Première erreur qu'il commet. 6 jours plus tard, l'employeur commet une seconde erreur en envoyant par courrier ordinaire une copie de cette lettre de licenciement. En se rendant compte de son erreur, il va vite se corriger et il envoie le même jour cette lettre par courrier recommandé. Mais que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la travailleuse va prester son préavis normalement, et ce n'est que 3 mois plus tard où elle consulte un avocat qui envoie une lettre à l'employeur en disant « Cher employeur, vous avez signifié le préavis de ma cliente de manière irrégulière à 2 reprises, par conséquent, le préavis est nul. Le contrat ayant tout de même été rompu, vous devez par conséquent payer à ma cliente une indemnité compensatoire de préavis. » L'employeur va répondre forcément en contestant. Et pas contente de sa réponse, la travailleuse introduit alors une procédure en justice. Que dit la Cour du travail d'Anvers? La Cour va dire qu'effectivement, l'employeur, lors de la remise en main propre, n'a pas respecté la loi. Seul un recommandé ou un exploit d'huissier était valable. Elle rappelle aussi que la nullité d'un préavis n'affecte pas l'existence du licenciement en tant que tel. En d'autres mots, cela signifie que le contrat de travail, quand bien même le préavis serait nul, le contrat est en principe immédiatement rompu. Mais, attention, pour autant que le travailleur n'a pas invoqué la nullité, l'employeur peut se corriger. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait ici en renvoyant un courrier recommandé assez rapidement. Donc, la Cour en déduit que l'employeur ne devait pas payer ici une indemnité de rupture. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet arrêt? Eh bien, tant que le travailleur ne s'est pas prévalu de la rupture et que le préavis annulable reste provisoirement en vigueur, l'employeur peut réparer la nullité du congé et signifier un nouveau préavis valable. Donc, si vous veniez à notifier un préavis autrement que par recommandé ou par exploit d'huissier, réagissez rapidement en envoyant une nouvelle lettre conforme à la loi, cette fois, par exemple par courrier recommandé. Et si le travailleur ne s'est pas encore prévalu de la nullité, cette erreur pourra être réparée sans que cela ait des conséquences. Nous venons de voir qu'un congé peut être notifié à peine de nullité par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Mais que faut-il entendre par envoi recommandé? Est-ce qu'il s'agit d'un courrier envoyé via biposte uniquement? Est-ce que l'envoi depuis l'étranger pour un licenciement réalisé en Belgique
est également possible, eh bien, un arrêt de la Cour du travail a permis de clarifier cette notion de lettre recommandée. Et donc, dans cette affaire, l'employeur avait envoyé la lettre de licenciement par courrier depuis la Suisse via le système DNT par service express. Forcément, le travailleur a contesté. Il dit que ce type d'envoi ne correspond pas à un recommandé au sens strict de la loi. Et que va faire la Cour? Elle va d'abord examiner la loi sur les contrats de travail et elle constate que cette loi ne donne aucune définition de ce qu'est un envoi recommandé. Cette loi impose que la lettre de préavis doit être envoyée par courrier recommandé, mais sans préciser ce que ça recouvre exactement. Et donc la Cour va adopter une interprétation large en disant que tout envoi recommandé offrant des garanties équivalentes à ce qui est prévu par la loi belge est valable. Et qu'entend-on par ces garanties? On entend notamment la traçabilité, la preuve du dépôt, la preuve de la remise. Et donc par conséquent, ici, la Cour considère que l'envoi ne se limite pas aux envois via biposte, mais bien tout envoi recommandé physique. Deuxième point, elle dit qu'il n'est pas non plus indispensable que l'envoi provienne de Belgique. Donc on n'est pas obligé d'envoyer notre lettre de licenciement depuis la Belgique, mais à condition que le système étranger qu'on souhaite utiliser offre des garanties équivalentes à celles exigées par la loi belge. Ce qui était le cas ici, puisque le système suisse TNT offrait ces garanties. Mais attention, j'insiste quand même sur le fait qu'un envoi express ou depuis l'étranger ne sera pas toujours considéré comme équivalent à un courrier recommandé via biposte. Il faut que cet envoi donne les mêmes garanties légales que j'ai déjà citées plus haut, donc preuve de dépôt, la couverture des risques, traçabilité, etc. Donc notre conseil, pour les envois importants, comme une lettre de licenciement moyennant préavis par exemple, on recommande fortement de passer par biposte pour éviter toute contestation du travailleur. Et pour les employeurs étrangers qui ne sont pas établis en Belgique, on se charge généralement de l'envoi en leur nom pour éviter tout risque. Voilà, donc après les modalités de notification du préavis, intéressons-nous à la validité des clauses de préavis et notamment celles conclues avant le 1er janvier 2014. Et tout d'abord, on parle de clauses de préavis, mais quelles sont ces clauses de préavis? Donc, vous voyez ici sur le slide quelques exemples. Donc, en fait, ces clauses de préavis sont insérées dans des contrats de travail et ce sont des clauses par lesquelles les parties conviennent à l'avance d'une durée de préavis en cas de licenciement. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont connu l'ancien régime, donc avant l'entrée en vigueur de la loi sur le statut unique en 2014, il faut se rappeler que pour les employés dont la rémunération ne dépassait pas dépassait un certain seuil plutôt, le délai de préavis était en principe fixé au moment du licenciement, souvent avec l'application de la formule Claes. Mais les parties pouvaient aussi convenir à l'avance, dans le contrat de travail, du délai de préavis, et souvent c'était plus ou moins favorable aux travailleurs, mais ce que les employeurs faisaient souvent, c'est que dans la pratique, ils mettaient le minimum. Et ici, la question qui se pose, c'est si vous avez encore dans votre effectif des travailleurs engagés avant 2014 et dont le contrat contient une clause de préavis, pouvez-vous encore l'appliquer aujourd'hui? Et si oui, comment? Est-ce qu'il faut appliquer la clause seulement à l'étape 1 ou également à l'étape 2? Donc ça, c'est toute l'importance de ces questions. Et ce point a fait en réalité couler beaucoup d'encre. Mais aujourd'hui, on sait que pour l'étape 1, la situation est claire. La Cour constitutionnelle est intervenue en 2018, en 2019, en disant qu'il y avait une distinction injustifiée. Et ensuite, en 2023, le législateur est intervenu à son tour en adaptant la loi. Et il a dit que pour l'étape 1, on applique la clause, même si elle est moins favorable aux travailleurs. Donc voilà, maintenant c'est dans la loi, c'est clair. Mais qu'en est-il de l'étape 2, c'est-à-dire pour l'ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014? Ce point reste incertain. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Elle a été interrogée uniquement pour l'étape 1. Et selon une interprétation stricte de la loi, la clause ne s'applique pas à l'étape 2. Pourquoi? Parce que la loi indique que pour l'étape 1, la durée de préavis se détermine sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles, mais le terme conventionnel n'apparaît pas concernant l'étape 2. Donc on pourra en déduire que les clauses de préavis ne s'appliquent pas à l'étape 2.
La jurisprudence est un peu partagée. Certains juges ne reconnaissent pas l'applicabilité de la clause de préavis à l'étape 2. Mais on pourrait tout de même se poser encore des questions. Et là, on a notamment un arrêt intéressant qui vient relancer le débat, un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles. Et dans cet arrêt, la Cour accepte l'application d'une clause de préavis, mais à l'ensemble de l'ancienneté, donc à l'étape 1 et 2, uniquement si la clause est plus favorable aux travailleurs. Donc ici, la Cour, ce qui est important de souligner, c'est que la Cour n'a pas séparé les deux étapes. Elle a appliqué la clause sur toute l'ancienneté, sans distinction entre avant et après 2014. On voit donc qu'il y a encore une incertitude sur le fait d'appliquer ou non la clause à l'étape 2. Et donc différents scénarios peuvent exister. Alors, vous vous dites peut-être, finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'il nous raconte? Ben, la réponse est oui. Parce que dans la pratique, ça peut mener à des résultats totalement différents selon ce qu'on applique, c'est-à-dire selon l'application de l'étape 1 ou à la fois de l'étape 1 et l'étape 2. Donc pour bien comprendre les enjeux, on va prendre un exemple concret. Imaginons une clause de préavis très favorable au travailleur qui lui donne une durée de préavis, une durée de 2 mois de préavis par année d'ancienneté. Eh bien, si on applique la clause uniquement à l'étape 1, le travailleur est entré en service en 2006. Il a donc 8 ans d'ancienneté pour l'étape 1, car on reprend l'ancienneté jusqu'au 31 décembre 2013. On applique la clause, donc ici on a 8 ans d'ancienneté, fois les 2 mois qui étaient prévus, et on arrive à 16 mois de préavis. Pour l'étape 2, on applique cette fois les délais légaux standards et non pas la clause. Et donc à la date du licenciement pour cette étape 2, le travailleur compte 11 ans et 6 mois d'ancienneté, ce qui donne 36 mois de préavis. Donc au total, on additionne cette étape 1 et cette étape 2, ça nous fait 16 mois pour l'étape 1, plus 36 semaines pour l'étape 2, et on arrive à plus ou moins 25 mois de préavis. Mais maintenant, si on suit la logique de la Cour du travail de Bruxelles et qu'on applique la clause sur toute l'ancienneté depuis 2006, donc c'est-à-dire pour 19 ans et 6 mois d'ancienneté, eh bien, ici, on fait 2 fois 19,5 et on arrive à plus ou moins 39-40 mois de préavis. Et donc, on voit directement l'écart. On passe de 25 mois à 40 mois. C'est une différence énorme de 15 mois qui a un impact conséquent pour les employeurs. Donc, il faut bien faire attention à ce petit détail dans le contrat. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit retenir très concrètement sur ces fameuses clauses de préavis? D'abord, il y a un point qui, lui, est devenu clair. Si vous avez une clause de préavis qui a été signée avant le 1er janvier 2014, vous devez l'appliquer pour la première partie de l'ancienneté, donc tout ce qui vient avant 2014. Là, il n'y a plus de doute, c'est dans la loi, c'est confirmé, c'est clair. Par contre, pour la suite, donc l'ancienneté après 2014, on est encore dans une zone grise, et c'est là que ça se complique, parce que les tribunaux ne sont pas tous d'accord. Donc il y a 3 approches qu'on voit régulièrement. Certains juges disent non, la clause ne s'applique pas pour l'étape 1. D'autres sont un peu plus souples, ils acceptent d'appliquer la clause aussi pour l'étape 2, mais seulement si c'est plus favorable au travailleur. Et puis il y en a qui vont encore plus loin et qui appliquent la clause pour l'étape 1 et l'étape 2. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est très simple. Si vous êtes face à une clause de ce type, appliquez-la au moins pour l'étape 1, c'est-à-dire avant 2014. Donc là, c'est sûr, vous ne prenez aucun risque. Et ensuite, pensez stratégiquement. Si vous êtes en train de négocier un départ ou que vous anticipez un conflit, faites plusieurs calculs, plusieurs scénarios. Une avec l'application stricte de la clause, une avec une lecture plus favorable aux travailleurs, un troisième en appliquant les clauses à la fois pour l'étape 1 et l'étape 2. Et puis enfin, vous choisirez la version qui vous arrange le plus, ou en tout cas celle que vous allez pouvoir défendre dans le cadre de discussion. Alors, terminons cette séquence avec un point important. Qu'en est-il des clauses de préavis dans les contrats conclus après le 1er janvier 2014? Bien ici, on est en dehors du régime transitoire, on ne parle plus d'ancienneté divisée en 2 étapes comme on le faisait juste avant. Ici, la règle est claire. Aujourd'hui, en 2025, il est encore possible d'insérer une clause de préavis dans un contrat de travail à condition qu'elle soit plus favorable aux travailleurs que ce que ne prévoit la loi. Bien, on va désormais parler de l'indemnité de rupture et des éléments de rémunération comme les avantages en nature.
Et la question importante que se posent souvent les employeurs, c'est comment évaluer ces avantages pour calculer l'indemnité de préavis, l'indemnité de rupture. Bien, traditionnellement, beaucoup d'employeurs prennent la valeur fixée par l'ONSS, et ça a toujours été accepté de manière générale par les tribunaux, mais ces dernières années, on voit une évolution qui tend à fixer une valeur plus élevée de ces avantages en nature, comme vous pouvez notamment le voir sur les slides. Dans un jugement du 9 juin 2022, le tribunal du travail de Bruxelles a été amené à se prononcer sur un cas d'usage privé d'un téléphone professionnel. Et ce tribunal rappelle une chose importante. Quand on veut évaluer un avantage en nature, comme ici c'était le cas pour l'utilisation d'un GSM à titre privé, on ne peut pas se contenter de regarder la valeur comptable de l'appareil ou son prix d'achat. Il faut regarder ce que va apporter réellement l'avantage au travailleur. Donc il faut se baser sur sa valeur réelle. Bien entendu, ce n'est pas une obligation de prendre une valeur plus élevée. L'employeur peut toujours reprendre les valeurs telles que fixées par l'ONSS, comme on l'a vu juste avant. Et alors, ce sera au travailleur de contester pour obtenir plus. On passe maintenant à un avantage très populaire en Belgique, la voiture de société. C'est un classique, mais la question qui revient souvent, c'est comment évalue-t-on cet avantage? Et ce que dit la jurisprudence, c'est qu'il ne faut pas se limiter à la valeur fiscale ou à la mensualité de leasing. Ce qu'on doit regarder, c'est la valeur réelle d'usage, c'est-à-dire l'économie que fait le travailleur en n'ayant pas acheté ou financé une voiture lui-même. Et en général, les tribunaux estiment cet avantage entre 600 et 750 euros par mois. Pourtant, dans la pratique, le travailleur va toujours essayer de maximiser la valeur de cet avantage, ce qui est logique. Mais de son côté, l'employeur peut très bien se contenter d'indiquer la valeur fiscale dans un premier temps et attendre de voir que le travailleur conteste, tout simplement. Donc bien, on vient de parler des avantages en nature. On passe maintenant à la rémunération variable qu'il faut également analyser lorsqu'on calcule une indemnité de rupture. Et cette rémunération variable, on la retrouve de plus en plus souvent dans les packages de rémunération. Elle prend différentes formes, bonus en cash, plan d'action, option sur action, etc., etc. Et donc forcément, quand on arrive à la fin du contrat, une question peut se poser, comment est-ce que ça doit être pris en compte? La loi prévoit que pour la rémunération variable, il faut prendre en compte les 12 mois qui précèdent le licenciement. C'est pas clair. À quoi ça correspond ces 12 mois? Est-ce qu'on tient en compte de ce qui a été gagné, payé, ou bien ce qui est devenu exigible au cours des 12 mois avant le licenciement? Là, la réponse n'est pas toujours évidente. Les travaux préparatoires de la loi nous donnent un indice en disant qu'il faut que cette rémunération variable soit devenue exigible dans la période de référence. Donc on doit identifier le moment où le droit à cette rémunération est devenu exigible, c'est-à-dire le moment où le travailleur peut en réclamer le paiement en justice. Mais dans la pratique, ce n'est pas aussi facile à déterminer. Et pour illustrer cela, prenons un exemple, une situation type d'une entreprise qui octroie des bonus, comme vous voyez sur la ligne du temps. Donc, plusieurs événements ont lieu. Maintenant, imaginons que cette entreprise décide de licencier un travailleur le 31 janvier 2026. Bien, dans ce cas, la période de référence de 12 mois qui précède le licenciement, elle s'étend du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Et là, plusieurs événements se croisent, il faut bien les distinguer, bien faire attention. Premier événement, le bonus 2025. Lui, il couvre quasiment toute la période de référence, il couvre donc de janvier à décembre 2025, mais il ne sera payé qu'en avril 2026, donc après le licenciement, comme vous voyez sur la ligne du temps. Deuxième élément, le bonus 2024, lui, concerne une période plus ancienne, mais il a été payé en avril 2025, donc il entre bien dans la période de référence de 12 mois. Enfin, on a l'année de bonus 2026 qui, elle, débute à peine. Alors, selon l'approche qu'on applique, le résultat peut changer. Donc on a la première approche qui est le critère gagné, l'approche gagnée. Dans ce critère, on est censé regarder ce que le travailleur a accompli pendant la période de référence de 12 mois. Donc ici, on inclurait une partie du bonus 2025, parce qu'il y a 12 mois en 2025 dans cette période de référence, et peut-être même un peu du bonus 2026, puisque l'année 2026 avait commencé au moment du licenciement. Donc c'est difficile de calculer ce qui sera donné sur ces montants. En pratique,
c'est très flou parce parce que souvent on ne sait pas encore si les objectifs seront atteints, si les conditions seront remplies. Donc voilà, c'est un critère qui est quand même difficile à appliquer. Deuxième approche, beaucoup plus simple. Ici, on est donc l'approche du payé. Ici, on est censé regarder ce qui a été payé dans la période de référence des 12 mois. Ici, ce serait le bonus 2024 qui était payé en avril 2025. Et c'est la méthode qui est la plus utilisée par les employeurs parce qu'elle est facile à appliquer, tout simplement. Et ensuite, on a la dernière approche, la troisième approche, le critère exigible. Donc ici, ce qui compte, c'est de savoir à quel moment le bonus est devenu juridiquement exigible. Donc le moment où le travailleur pourrait, si nécessaire, réclamer le montant devant un tribunal. Et ce n'est pas nécessairement la date de paiement, hein. Ça peut être un bonus, enfin je prends un exemple, hein. Un bonus payé, peut-être payé en avril, mais être devenu exigible en janvier. Donc voilà, ce n'est pas si évident à déterminer. Et donc pour illustrer correctement ce qu'on vient de voir sur ce critère d'exigibilité, on peut citer un arrêt intéressant rendu par la Cour du travail de Bruxelles. C'est un exemple assez parlant qui montre comment les juridictions appliquent la notion d'exigibilité. Et dans cette affaire, le travailleur bénéficiait de cash awards liés à un plan LTI. Ce travailleur, il est licencié le 8 décembre 2017. Donc la période de référence pour la rémunération variable va du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2017. Comme on l'a vu, c'est les 12 mois précédant le licenciement. Et pendant cette période, un fait important se produit, la société mère lui envoie une lettre indiquant qu'il bénéficie de droits sur 3 plans. À partir du 12 février 2017, il avait droit au plan 2015, à partir du 13 février 2017 pour le plan 2014 et à partir du 18 février 2017 pour le plan 2013. Donc ces 3 dates tombent dans la période de référence de 12 mois. Alors pour se défendre, l'employeur dit au juge que ces montants ne doivent pas être pris en compte parce qu'ils proviennent de plans anciens lancés bien avant la période de référence. Mais le juge n'est pas d'accord et rappelle que le seul critère qui compte, c'est l'exigibilité. Ici, est-ce qu'à un moment donné, dans la période de référence, le travailleur avait le droit de réclamer ses montants en justice? Eh bien oui, ici, ce droit existait à partir des dates mentionnées dans la lettre. Donc pour la Cour, il fallait bien prendre en compte ces bonus dans la base de calcul. Alors jusqu'ici, on a dit, on prend la moyenne des 12 derniers mois pour calculer la partie variable de l'indemnité. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si au moment du licenciement, le travailleur est en incapacité depuis plus d'1 an? C'est un cas un peu particulier, mais qu'on rencontre quand même. Et pour vous expliquer cela, on va prendre un exemple concret. Un travailleur est licencié le 31 décembre 2025, comme vous voyez sur la ligne du temps. Normalement, on prend en compte les 12 mois précédant le licenciement, c'est-à-dire ici toute l'année 2025 concrètement. Sauf que là, ce travailleur est en incapacité depuis le 30 juin 2024, ce qui veut dire que pendant toute l'année 2025, il n'a pas travaillé, il n'a pas perçu de bonus, il n'a pas eu de rémunération variable. Et comme vous voyez aussi sur la ligne du temps, il a perçu en avril 2024 un bonus au titre de l'année 2023. Donc juste avant de tomber en incapacité. Et donc on en vient à cette fameuse question, est-ce que ce bonus, qui est techniquement en dehors de la période de référence, peut être pris en compte ou pas? Eh bien la Cour constitutionnelle va dire, la période de référence est bien de 12 mois, mais elle ne peut inclure que les mois durant lesquels le travailleur était effectivement en service. Et elle explique ce que signifie cette notion d'être en service plutôt. Et la Cour dit que concrètement, on peut exclure les mois morts, donc ceux où le travailleur n'a pas touché de rémunération variable ou effectué de prestations. Donc, conséquence directe, ça veut dire qu'on peut décaler la période de référence. Autrement dit, on va chercher en arrière les derniers mois prestés pour atteindre 12 mois complets à inclure dans la période de référence. Ce qui veut dire qu'ici, le bonus payé en avril 2024, même s'il est un peu plus ancien, peut être réintégré dans la base de calcul. Donc, attention avec cette rémunération variable qui peut parfois être très piégeuse. Bon, maintenant, on change un peu de registre. Et pour clore ce chapitre, nous voulions vous parler de quelques annonces qui figurent dans l'accord de gouvernement, comme l'a si bien expliqué Emma dans l'introduction. Alors, bien évidemment, le fameux accord de gouvernement, tout le monde en a entendu parler.
Et pour commencer, une première mesure qui pourrait être assimilée à une bonne nouvelle, eh bien, le gouvernement prévoit de plafonner la durée maximale du délai de préavis à 52 semaines, ce qui correspond en pratique à une ancienneté d'environ 17 à 18 ans. Deuxième élément, le retour de la période d'essai. Donc on se souvient qu'elle avait été supprimée il y a quelques années et qu'on avait compensé cette suppression par une réduction des délais de préavis pendant les 6 premiers mois d'occupation. Eh bien, selon le gouvernement, la période d'essai devrait faire son retour d'ici la fin 2025. Mais attention, je précise que ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur et qu'elles figurent simplement dans l'accord de gouvernement, hein, donc, mais pas encore ici dans la loi, ni dans le projet de loi programme à ce stade. Donc il faudra suivre attentivement comment la situation évolue. Nous allons à présent aborder une autre thématique essentielle en vue de la fin du contrat de travail. C'est celle des travailleurs bénéficiant d'une protection particulière contre le licenciement. Donc, comme vous le savez, certains travailleurs sont protégés en raison de leur fonction ou leur statut spécifique. Et dans ce chapitre, pour commencer, nous allons aborder une protection un peu particulière qui concerne la fonction de Data Protection Officer, ou DPO pour faire plus court. Et en fait, c'est une personne qui joue un rôle clé dans la politique de protection des données d'une entreprise. Alors, selon la loi, le DPO ne peut ni être sanctionné, ni être licencié en raison de l'exercice de ses fonctions. Très bien, le principe est clair, on comprend ce que ça signifie, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'en réalité, la loi ne va pas plus loin. Le texte pose une interdiction, mais ne dit rien sur ce qu'il faut faire si cette interdiction est violée. Pas de sanction, enfin voilà, on n'a rien du tout. Et c'est exactement ce que le tribunal du travail de Bruxelles a dû gérer dans une affaire récente. Ici, il était question d'un travailleur qui cumulait deux fonctions, donc la fonction de DPO et de Chief Information Security Officer. Il est ensuite licencié par l'employeur qui va évoquer des manquements professionnels. Le travailleur va contester, il dit que son licenciement était directement lié à ses fonctions de DPO. Donc il réclame une indemnité de protection qu'il fixe lui-même à 3 mois de rémunération. Et le tribunal va lui donner raison et dit que les deux fonctions du travailleur étaient tellement liées qu'on ne pouvait pas dire qu'il était licencié pour l'une ou pour l'autre fonction. Donc ici, le licenciement était bien fondé sur la fonction du DPO et le tribunal va octroyer 3 mois. Mais est-ce que ça signifie que la sanction est toujours de 3 mois concernant l'indemnité de protection des DPO? Eh bien, la réponse est non, parce que le tribunal s'est seulement basé sur la demande du travailleur. Comme on l'a déjà dit, ni le RGPD ni le droit belge ne prévoient une sanction spécifique. Donc on a un texte légal qui nous dit qu'on ne peut pas licencier lorsque cela a un lien avec l'émission du DPO, mais à côté de ça, on ne prévoit pas de sanction. Ici, le tribunal octroie 3 mois de rémunération, mais on comprend de ce jugement que si le juge avait été saisi d'une demande plus élevée de la part du travailleur, il aurait peut-être pu aller au-delà parce qu'il a fait référence à d'autres régimes de protection qui existent en droit belge, comme le harcèlement, la discrimination, etc., etc., et qui, eux, ouvrent des droits à des indemnités de 6 mois. Donc c'est intéressant parce qu'on voit ici que le juge a octroyé une indemnité alors même que rien n'est réellement prévu par la loi. Alors ici, on va parler de la protection des représentants du personnel. C'est un régime ultra protecteur que les RH et les employeurs connaissent en général très bien, ou en tout cas qu'ils n'apprécient pas trop parce que ce sont des travailleurs assez compliqués à licencier, il y a toute une procédure spéciale à respecter. Mais que se passe-t-il si l'employeur viole cette protection? Eh bien, il s'expose à une indemnité de protection très importante, mais une question qui peut être posée, c'est est-ce que ces travailleurs protégés peuvent réclamer une deuxième indemnité en plus de cette indemnité de protection? Ici, je veux surtout faire le lien avec l'indemnité pour discrimination. Et c'est précisément ce qu'un travailleur a tenté de faire. Et dans cette affaire, ce travailleur avait été licencié sans que la procédure spéciale ne soit respectée par l'employeur. Et le travailleur a contesté, mais il n'a pas seulement dit je suis protégé et la procédure n'a pas été respectée. Non, 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 il a été plus loin et il a dit que ce licenciement était discriminatoire parce qu'il était fondé sur ses convictions syndicales. Donc il réclame deux choses. Une indemnité de protection à cause de la procédure spéciale qui n'a pas été respectée par l'employeur,
et en plus une indemnité pour discrimination. Donc la Cour va rappeler un principe fondamental du droit belge: le cumul des indemnités est la règle, sauf interdiction expresse par la loi. Or ici, ni la loi de 91 ni la loi antidiscrimination ne prévoient une telle exclusion. Dans un second temps, la Cour va rappeler que les deux indemnités ne visent pas le même préjudice. D'un côté, on a l'indemnité de protection qui sanctionne la violation d'une procédure spéciale, et de l'autre, on a l'indemnité antidiscrimination qui, elle, vise à punir un comportement discriminatoire. Et donc, la Cour va dire que dans le cas du travailleur, il y avait deux fautes distinctes avec deux dommages différents, et donc il y a lieu de donner deux réparations légitimes. Et donc, elle va dire que le cumul est parfaitement possible. Donc, la leçon à retenir ici est très claire. Certains employeurs pensent que s'ils versent l'indemnité de protection, ils sont tranquilles. Mais non, parce que le travailleur peut ensuite, sur base de cette jurisprudence, vous dire « vous m'avez licencié à cause de mes convictions syndicales, donc je veux une indemnité pour discrimination en plus ». Et à côté de la jurisprudence bruxelloise qu'on vient de voir, il y a une approche différente qui a été adoptée récemment par la Cour du travail de Gand. Et dans cette affaire, un travailleur protégé avait également été licencié dans des conditions similaires et il réclamait lui aussi une indemnité de protection et une indemnité pour discrimination. Mais ici, la Cour rejette le cumul et elle estime que l'indemnité de protection, qui est forfaitaire et significative, vise à réparer l'ensemble du préjudice subi par le travailleur, y compris les éventuelles considérations discriminatoires. Donc il n'y a pas eu de dommages distincts ici. Selon cette juridiction, accorder une indemnité complémentaire reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. Donc on voit une différence claire entre Bruxelles et Gand, où à Bruxelles on admet le cumul et à Gand on ne l'admet pas. Très bien, on vient de parler de la protection du DPO et de la protection des représentants du personnel. Maintenant on va parler des travailleurs protégés contre la discrimination. On va aborder une décision importante rendue le 4 janvier 2024 par la Cour du travail d'Anvers qui concerne une situation de discrimination multiple. Et pour comprendre le raisonnement du juge, il est important de rappeler qu'actuellement, la loi permet à un travailleur de réclamer différentes indemnités lorsqu'il estime avoir subi plusieurs types de discrimination, ce qui n'était pas le cas avant. On va voir ici un arrêt intéressant dans lequel la Cour avait déjà octroyé à une travailleuse plusieurs indemnités pour discrimination, en lui permettant ainsi le cumul avant même les nouvelles modifications législatives en vigueur. Alors voilà le contexte. Donc ici, on a une travailleuse qui, à la suite d'une longue période d'absence à cause de sa maternité, à cause de ses vacances, de congé parental et ensuite d'une incapacité de travail, eh bien, cette travailleuse se retrouve licenciée. Mais la travailleuse n'est pas dupe. Pour elle, ce licenciement ne tombe pas par hasard. Elle est convaincue qu'il est directement lié à sa maternité et à son état de santé. Et elle va donc contester ce licenciement devant les juridictions et elle va réclamer trois indemnités différentes. Une indemnité basée sur la protection en matière de maternité, une indemnité pour discrimination sur base du genre et une indemnité pour discrimination sur base de l'état de santé. La Cour du travail va faire droit à sa demande en considérant que les trois législations ont été violées et lui accorde donc les trois indemnités différentes, chacune correspondant à 6 mois, pour un total de 18 mois complets. Donc c'est ici une décision intéressante puisque la Cour a autorisé le cumul avant même que les modifications législatives de l'époque ne soient entrées en vigueur. Donc on remarque ici clairement que les juridictions sont de plus en plus enclins à octroyer plusieurs indemnités aux travailleurs, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes pour les employeurs. Alors, on vient de voir que les juridictions belges vont de plus en plus dans le sens du cumul des indemnités. On constate que le gouvernement semble vouloir inverser cette tendance. Et ça, on le retrouve dans le contenu de l'accord du gouvernement, à nouveau. Et le premier changement qui est envisagé, et pas des moindres, c'est la volonté de plafonner le nombre d'indemnités de protection qu'un travailleur pourrait recevoir en cas de licenciement. Et ça, c'est clairement une réaction aux décisions qu'on a vues tout à l'heure, où certains travailleurs parvenaient à accumuler plusieurs indemnités, ce qui pouvait faire grimper très vite le montant total. Mais la question qu'on peut se poser est la suivante: plafonner quoi exactement? Est-ce qu'on parle de limiter le nombre d'indemnités cumulables, ou est-ce qu'on parle de limiter
le nombre de régimes de protection qu'un travailleur pourrait invoquer. Là, ce n'est pas encore très clair, mais en tout cas, l'intention politique, elle est claire. C'est freiner l'effet multiplicateur des protections et encadrer les coûts de licenciement pour les employeurs. Donc voilà, donc ici c'est clair et net, l'objectif est le suivant. La deuxième mesure qui est envisagée par le gouvernement concerne la réduction de la période de protection pour les candidats non élus aux élections sociales. Donc actuellement, ils bénéficient, tout comme les élus, d'une protection de 2 ans après les élections. Mais le gouvernement veut ramener cette durée à 6 mois, mais uniquement pour les candidats déjà non élus lors des élections précédentes. Donc voilà, ce sont deux réformes quand même importantes qui sont contenues dans l'accord de gouvernement, mais dont il faudra surveiller à l'avenir au vu de l'évolution de la loi. Alors, après avoir traité des protections spécifiques en cas de licenciement, passons à présent à un autre sujet important qui concerne la motivation du licenciement. Donc, sur le thème de la motivation du licenciement, je voulais parler d'un arrêt de la Cour du travail, un arrêt assez important qui est dans la lignée de ce qu'on voit déjà en jurisprudence, mais on a quand même voulu le reprendre dans ce webinaire parce qu'on remarque que ce n'est pas toujours bien connu des employeurs. En fait, il peut arriver que l'employeur doive motiver 2 fois un licenciement et même payer 2 fois une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable pour un seul et même travailleur. Bon, attendez, je vais vous expliquer. Dans le dossier qui était soumis ici à la Cour, l'employeur avait d'abord licencié le travailleur avec un préavis à prester. Donc jusque-là, tout est OK. 2 jours plus tard, le travailleur demande les raisons de son licenciement par écrit. Il envoie donc une demande formelle, mais l'employeur ne répond pas. 5 mois plus tard, le travailleur est toujours en train de prester son préavis, et là, l'employeur décide de rompre le contrat avec effet immédiat et verse une indemnité complémentaire de préavis. Suite à ça, le travailleur envoie une deuxième demande de motivation, et cette fois, l'employeur y répond. Donc voilà, il y répond, il pense donc être en ordre, que plus rien ne va se passer. Malheureusement pour lui, le travailleur va contester son licenciement en justice. Il va donc contester ce licenciement en justice et il va demander devant le juge plusieurs indemnités. Donc tout d'abord la première, une indemnité de 2 semaines de rémunération parce que la première demande de motivation est restée sans réponse. Ensuite, il va demander 2 indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable. Une de 17 semaines pour le licenciement avec préavis et une autre de 5 semaines pour la rupture immédiate pendant le préavis. Que dit la Cour? Eh bien, la Cour va lui donner raison et elle dit que ce sont 2 actes de licenciement différents. Le premier, c'est le licenciement avec mise en préavis. Le second, c'est la rupture immédiate durant le préavis. Donc, en conclusion, si le travailleur demande 2 fois une motivation, l'employeur doit répondre 2 fois. Comme ce n'a pas été fait ici, l'employeur a été condamné à l'amende de 2 semaines. Et donc, pour les 2 indemnités, que va dire la Cour? Eh bien, la Cour est d'accord sur le principe. Elle dit qu'il peut y avoir 2 licenciements manifestement déraisonnables, parce que ce sont 2 décisions différentes. Donc, la leçon à retenir, c'est que si vous recevez 2 demandes de motivation, dans un cas où le contrat est rompu pendant le préavis, vous devez répondre 2 fois. Je prends l'exemple d'un cas classique. Un travailleur est sous préavis, il tombe malade, vous décidez de rompre le contrat pendant cette période. Eh bien, s'il envoie 2 courriers, il faut 2 réponses. Et attention, dans ce genre de décision, il y a un vrai risque de devoir payer 2 indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable. Donc, attention, il faut avoir un dossier solide pour les 2 décisions. Il faut avoir une raison valable pour la mise en préavis et une autre raison valable pour la rupture anticipée pendant le préavis. Très bien, donc passons maintenant à la question de la motivation lors d'un changement de siège social. Donc, ce deuxième arrêt concerne un cas un peu particulier. L'entreprise ici avait changé son siège social juste après le licenciement. Comme vous le savez, si un travailleur veut connaître les raisons de son licenciement, il doit envoyer sa demande dans un délai de 2 mois après la fin du contrat de travail. Mais dans le cas jugé ici, le travailleur a bien envoyé sa demande dans les délais, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'adresse de l'entreprise, donc le siège social, était en cours de changement. Et donc le travailleur a envoyé son courrier à l'ancienne adresse de l'entreprise. Mais la Cour dit clairement, ce n'est pas de la faute du travailleur. Pourquoi? Parce que le changement du siège social n'est pas opposable au tiers, donc au travailleur.
qu'à partir du moment où il est publié au Moniteur belge, sauf si, bien sûr, l'entreprise peut prouver que le travailleur en avait connaissance avant, ce qui n'était pas le cas ici. Dans cette affaire, la publication du au Moniteur belge était postérieure à l'envoi de la demande du travailleur, donc le courrier envoyé à l'ancienne adresse était bien valable. Alors, l'argument de l'employeur, qui disait ne jamais avoir reçu la lettre et donc il ne devait pas y répondre, n'a pas été accepté ici par cette juridiction, et la Cour condamne l'employeur à payer l'amende de 2 semaines de rémunération pour ne pas avoir répondu à temps. Donc la leçon à retenir ici, c'est que l'employeur doit assurer la réception du courrier de l'ancienne adresse à la nouvelle adresse, auquel cas il pourrait être tenu responsable s'il se trouve dans un cas similaire. On ouvre ici un nouveau chapitre qui concerne 2 régimes juridiques que les travailleurs apprécient et aiment invoquer pour en réclamer les indemnités. On a d'un côté la CCT 109 qui permet de contester un licenciement s'il n'est pas motivé par l'attitude, l'aptitude ou les nécessités de l'entreprise. Et cette CCT 109, elle prévoit une indemnité qui s'étend de 3 à 17 semaines. De l'autre côté, on a les lois antidiscrimination qui visent à sanctionner les décisions prises en raison de critères protégés, comme le genre, les convictions syndicales, etc., et qui peuvent donner lieu à des indemnités forfaitaires de 3 ou 6 mois de rémunération. Et donc, la tentation de cumuler ces 2 indemnités est très grande et certains n'hésitent pas à tenter leur chance, bien évidemment. Mais est-ce que les juges acceptent ce cumul? Et à quelles conditions? C'est ce que nous verrons dans un instant à travers plusieurs décisions. Mais avant d'aborder la question du cumul, on va s'attarder sur une décision intéressante dans laquelle le tribunal a justement refusé de reconnaître une discrimination. Ici, cette affaire permet de bien comprendre à quel moment un licenciement fondé sur des absences peut ou non être considéré comme discriminatoire. Dans l'affaire dont il est question ici, on parle d'une infirmière travaillant dans une maison de repos durant plusieurs années, et pendant 5 ans, cette travailleuse a enchaîné les périodes d'incapacité. Donc elle a été plus souvent absente que présente. Et l'équipe, qui était déjà sous pression, a dû adapter sans cesse les horaires, jongler avec des intérimaires, réorganiser les plannings. Bref, c'était devenu ingérable. D'autant plus qu'ici, il s'agissait d'une maison de repos, donc son absence avait quand même un impact assez important. L'employeur finit par dire stop et la licencie parce que ces absences répétées perturbent l'organisation du service. Mais que va dire le tribunal? Eh bien, le tribunal admet qu'un absentéisme récurrent, même justifié, peut objectivement nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais le tribunal va se poser la question suivante. L'employeur avait-il une bonne raison pour licencier la travailleuse? Et est-ce que ce licenciement visait un objectif légitime? Eh bien, oui, le tribunal admet que l'employeur poursuivait bien ici un objectif légitime en voulant mettre fin à la désorganisation du service de la maison de repos. Et il dit que les absences de la travailleuse sur 5 années ont gravement perturbé le fonctionnement des équipes. Le tribunal dit que l'employeur a tenté pendant plusieurs années de s'adapter à la situation, tant bien que mal, mais à certains moments, les difficultés étaient telles que le licenciement était devenu la seule option pour retrouver une organisation de travail correcte. Donc le juge va estimer que le licenciement n'est pas discriminatoire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un employeur peut, dans certains cas, mettre fin au contrat d'un travailleur souvent absent, mais à condition d'avoir des vraies raisons. Il doit pouvoir prouver que ces absences posent un vrai problème pour l'organisation du travail et qu'il a essayé de gérer la situation avant d'en arriver là. Donc il faut être prudent avant de vouloir songer à la solution du licenciement. Maintenant qu'on a vu un exemple où le licenciement n'a pas été considéré comme discriminatoire, on peut passer à ce qui nous intéresse tout particulièrement dans ce chapitre, c'est la question du cumul des indemnités dont on a parlé juste avant. Car comme je vous l'expliquais, en pratique, lorsqu'un licenciement est contesté, on voit de plus en plus de travailleurs invoquer à la fois la CCT 109 et la loi antidiscrimination. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut cumuler ces 2 indemnités? Et est-ce que les tribunaux disent oui ou est-ce qu'ils considèrent qu'il faut choisir? Eh bien, dans une première affaire intéressante, traitée par la Cour du travail, le travailleur concerné est tombé en incapacité pour cause de burn-out. Les certificats médicaux s'enchaînent
Et pile au moment où il introduit un nouveau certificat de prolongation, l'employeur met fin au contrat avec effet immédiat en invoquant la réorganisation. Bien entendu, le travailleur mécontent de ce licenciement introduit une procédure judiciaire et soutient à titre principal qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur un handicap, qui selon lui était le burn-out, à titre subsidiaire, cette fois, qu'il a subi une discrimination fondée sur l'état de santé en lien avec son incapacité de travail temporaire. Et enfin, il soutient que son licenciement est manifestement déraisonnable et donc il réclame 17 semaines de rémunération. Et bien, sur la question du handicap, l'un des premiers arguments avancés par le travailleur, c'est que son burn-out devait être considéré comme un handicap. Et c'est vrai que dans la jurisprudence, la notion de handicap est interprétée assez largement. On a déjà vu des juges reconnaître comme handicap des situations d'alcoolisme ou d'obésité. Donc on pourrait se dire, bah, pourquoi pas un burn-out finalement. D'autant plus que c'est assez intéressant ici pour le travailleur, parce que si le handicap est reconnu, eh bien l'employeur sera obligé de prendre des mesures adaptées pour le poste, ou bien du moins de démontrer qu'il a tout fait pour prendre ces mesures, mais que ce n'est pas possible. Mais la Cour, sur cette notion d'handicap, va rappeler un élément clé de la définition du handicap. Elle dit que pour être qualifié de handicap, il faut une limitation durable de participation à la vie professionnelle. Autrement dit, ce n'est pas juste une maladie ou un état passager, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps et avoir un impact sur la capacité à retravailler par la suite. Mais ici, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, le travailleur a présenté plusieurs certificats médicaux, mais toujours avec des périodes assez courtes. Et bref, il n'y a pas eu d'instabilité. La Cour ici ne reconnaît pas le handicap. Dans cette affaire, le travailleur, on l'a dit, va également invoquer une discrimination fondée sur son état de santé. Ce qui interpelle directement le juge, c'est le moment du licenciement, parce qu'il tombe exactement au même moment où le travailleur remet un nouveau certificat de prolongation. Et ça, c'est typiquement le genre de situation qui permet de faire présumer la discrimination. Parce que vous devez savoir qu'en droit, dès que le travailleur démontre que certains faits laissent présumer une discrimination, on inverse la charge de la preuve et c'est alors à l'employeur de prouver qu'il n'a pas commis de discrimination. Et ici, l'employeur se contentait simplement d'évoquer une réorganisation, mais il ne donnait pas d'autres éléments pour le prouver suffisamment. Donc le juge a estimé qu'il y a bien eu une discrimination sur base de l'état de santé. Mais le travailleur ne s'arrête pas là. Il réclame aussi, comme on l'a dit, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Il réclame 17 semaines. Et un autre point que va trancher la Cour, c'est est-ce qu'on peut cumuler cette indemnité avec l'indemnité pour discrimination fondée sur l'état de santé? Eh bien, la réponse de la Cour est non. Et pourquoi? Parce qu'elle se base sur l'article 9 de la CCT 109 qui exclut explicitement tout cumul avec d'autres indemnités liées à la fin du contrat. Donc ici, le juge adopte une interprétation stricte de la loi. Il dit que le travailleur ne peut pas obtenir cette deuxième indemnité. On va examiner un cas un peu différent, mais tout aussi intéressant, celui où l'employeur invoque plusieurs motifs de licenciement, dont un en lien avec l'état de santé du travailleur. Et la question qu'on se pose est la suivante. Le fait d'ajouter un second motif permet-il d'échapper à l'indemnité pour discrimination? Eh bien, la Cour du travail de Bruxelles a eu à trancher un cas où un travailleur était régulièrement absent pour des raisons médicales. Et pendant près de 3 mois, il remet à son employeur les certificats médicaux. Et il faut également savoir que lorsqu'il travaillait, il arrivait souvent en retard. L'employeur en a marre, il est excédé, il finit par le licencier. Et dans le formulaire C4, il mentionne 2 motifs, les absences pour raisons médicales et les retards répétés qui perturbent l'organisation. Le travailleur va contester forcément et saisir le tribunal en invoquant une discrimination fondée sur l'état de santé. Le juge commence par reconnaître qu'il y a ici une présomption de discrimination, tout simplement parce que le licenciement est intervenu pendant la période d'incapacité, mais que surtout le motif médical est clairement mentionné dans le C4. Résultat, comme on l'a vu, la charge de la preuve est inversée, c'est donc à l'employeur de prouver que sa décision n'est pas discriminatoire, ce qu'il ne parvient pas à faire ici. Et donc l'employeur avance un second motif, il dit que son travailleur était fréquemment en retard. Et sur ce point, il apporte des preuves concrètes. Et donc le juge conclut qu'il y a bien discrimination en lien avec l'état de santé, mais il reconnaît aussi que les retards ont pesé dans la décision de licencier. Et pour cette raison,
le juge va réduire l'indemnité pour discrimination de 6 à 3 mois. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'invoquer un second motif valable ne suffira pas à exclure la discrimination, mais si ce second motif est prouvé, il peut servir pour réduire le montant de cette indemnité. Alors jusqu'ici, on a vu plusieurs décisions où le timing du licenciement éveillait les soupçons du juge. On a vu que parfois l'employeur arrivait à se justifier, notamment lorsqu'il pouvait démontrer une désorganisation concrète du service. On a vu aussi que lorsqu'il y a un second motif, comme des retards répétés, ça pouvait limiter le montant de l'indemnité. Et bien ici, on est dans une affaire très proche, dans laquelle un travailleur est victime d'un accident de travail, et il subit une déchirure musculaire et reste en incapacité plusieurs mois. Pendant cette période d'incapacité, il reste en contact avec son employeur, il envoie des certificats, il communique, il veut rapidement revenir au travail. Mais au lieu de préparer son retour, l'employeur choisit de le licencier. Il invoque les nécessités du service, parce que selon lui, l'absence du travailleur aurait perturbé l'organisation du magasin. Forcément, le travailleur ne laisse pas passer ça. Il va en justice et il invoque à titre principal une discrimination fondée sur le handicap. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié la définition du handicap. Et que va dire la Cour? Eh bien, la Cour ici rejette cet argument. Elle dit oui, l'incapacité a duré plusieurs mois, mais rien ne prouve ici une limitation durable qui empêcherait une reprise du travail. Donc ici, pas de discrimination fondée sur le handicap selon la Cour. À titre subsidiaire, le travailleur invoque une discrimination liée sur base de son état de santé. Et là, la Cour reconnaît qu'il y a bel et bien une présomption de discrimination. Et je pense que vous commencez à comprendre un peu le mécanisme. Pourquoi? Parce que le licenciement, ici, pourquoi elle dit qu'il y a bel et bien une présomption de discrimination? Eh bien parce que le licenciement survient à peine quelques semaines après la prolongation de son incapacité. Donc ici, le timing a fait naître une présomption. Donc dans ce cas, comme on l'a vu précédemment, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas eu de discrimination. Et contrairement à l'affaire précédente où l'employeur avait démontré la réorganisation, ici l'employeur ne parvient pas à réussir à le faire. Et faute d'éléments suffisants, la Cour retient la discrimination fondée sur l'état de santé et accorde 6 mois d'indemnité. Donc à nouveau, vous voyez toute l'importance de la charge de la preuve et des circonstances, notamment le timing qui peuvent jouer en défaveur de l'employeur. Donc il faut être très vigilant à ça lorsqu'on licencie un travailleur en incapacité de travail. Alors, on reçoit souvent également des questions d'employeurs qui nous demandent que faut-il apporter comme preuve lorsqu'on invoque une réorganisation pour justifier un licenciement? Eh bien, c'est exactement ce que va nous dire la Cour du travail de Bruxelles, parce que dans cette affaire, un travailleur avait une grande ancienneté et il a été convoqué à un entretien. On lui parle d'une réorganisation, on lui propose de signer une convention de rupture, il refuse et il explique qu'il veut rester dans l'entreprise. Puis, le 15 novembre 2019, l'employeur le licencie et sur le C4, il indique simplement comme motif réorganisation, c'est tout. Le travailleur demande la motivation de ce licenciement formellement, mais l'employeur ne donne aucune réponse. Le litige est porté devant les juridictions du travail et la Cour du travail va alors affirmer qu'écrire une réorganisation sur un C4 ou dans une lettre, ce n'est pas suffisant. Il faut prouver tout cela. Et là, la Cour donne des lignes directrices très claires sur ce qu'un employeur doit démontrer pour prouver qu'il y a eu une vraie réorganisation. Donc, par exemple, un employeur peut démontrer qu'une décision concrète de réorganisation a été prise. L'employeur peut démontrer que cette décision a été formalisée à une certaine date par certains responsables, que cette réorganisation a rendu le poste du travailleur réellement superflu. Il peut montrer s'il y a des documents dans lesquels on explique la réorganisation. Il peut également démontrer le fait que l'organigramme a été changé. Et enfin, il peut aussi fournir des emails qui parlent de cette réorganisation. Donc voilà, la Cour donne plusieurs exemples, plusieurs conseils, lignes directrices pour démontrer la réorganisation. Mais ici, rien de tout cela n'a été clairement prouvé par l'employeur. Donc le licenciement a été manifestement déraisonnable. Donc ici, comme je l'ai expliqué, cet arrêt, il est intéressant et donc il ne faut pas hésiter à se servir des exemples donnés par la Cour ou au moins à les garder en tête lorsqu'on souhaite invoquer la réorganisation pour mettre autant que possible les cartes de son côté. Alors, ici, comme vous vous en doutez, l'employeur a été condamné à 10 semaines d'indemnité
Il ne s'agit ni du minimum de 3 semaines, ni du maximum de 17 semaines. Pourquoi? Eh bien parce que même si l'employeur n'a pas présenté assez de preuves solides pour justifier le licenciement du travailleur, eh bien le travailleur n'a pas non plus démontré qu'il avait droit au maximum, donc le maximum de 17 semaines. Vous vous demandez peut-être sur quoi les juges se basent pour fixer cette indemnité qui s'étend de 3 à 17 semaines. Eh bien les juges adoptent différentes méthodes. Certains juges partent de 3 semaines et augmentent selon les circonstances. Donc dans ce cas, c'est le travailleur qui doit démontrer qu'il le mérite. D'autres juges commencent à 17 semaines et en fonction des éléments apportés par l'employeur vont réduire l'indemnité octroyée au travailleur. Et d'autres encore se placent au milieu, donc autour de 8 à 10 semaines, et ajustent selon ce qui est démontré par l'une ou l'autre partie. Donc bref, tout dépend de ce que les parties parviennent à mettre sur la table. Alors, on va parler à présent de la dernière décision de ce chapitre. Elle concerne le cas d'un employé qui est amené à travailler avec un autre employé. Et il s'avère que la collaboration ne se passe pas très bien entre les deux. Et on va voir ce que dit le tribunal lorsqu'un employeur se retrouve dans ce type de situation. Le travailleur est licencié par l'employeur et l'employeur tente de justifier ce licenciement en invoquant une restructuration de l'équipe et un contexte économique compliqué. Le travailleur va contester son licenciement et demande entre autres une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Mais ici, le tribunal ne lui donne pas raison. Pourquoi? Parce qu'il estime que l'employeur a bien prouvé que les résultats étaient en dessous des attentes. Du coup, la réorganisation est admise par le tribunal. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que le travailleur soutenait aussi que son licenciement était en réalité une forme de représailles suite à la plainte qu'il avait introduite contre le travailleur avec qui il ne s'entendait pas. Mais le tribunal rappelle que quand il y a un conflit sérieux ou un vrai malaise entre deux collègues qui doivent travailler ensemble au quotidien, l'employeur a le droit de choisir qui des deux il garde. Donc le juge n'a pas à intervenir dans ce choix, pour autant qu'il n'y ait pas bien sûr de discrimination, hein. Et en conclusion, le tribunal estime ici que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable, même si l'employeur n'a pas vérifié qui était en faute dans le conflit, qui des deux avait commis une faute. Donc le message ici est simple, dans un conflit, l'employeur peut choisir qui il licencie. Alors on ouvre maintenant le nouveau chapitre qui concerne le licenciement pour motif grave. Ici, dans les slides qui suivent, on va vous montrer comment cette notion est interprétée dans la pratique, à travers plusieurs décisions de juridiction du travail qui ont été rendues ces 2 dernières années. À chaque fois, on va comparer 2 cas dans les faits similaires et pour lesquels des décisions différentes ont été rendues. D'un côté, le motif grave est reconnu, de l'autre pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que des faits très similaires peuvent mener à des décisions complètement différentes selon le cas. Alors commençons par le vol. Donc les 2 premières affaires que nous avons choisies concernent un licenciement pour motif grave en raison d'un vol. Le vol, comme on l'a toujours appris, constitue un motif grave, qu'il s'agisse d'un vol de véhicule, de société ou d'un simple rouleau de papier toilette. La règle reste la même, le vol, quelle que soit la valeur du bien détourné, constitue une faute grave. Et pourtant, on constate que les juridictions ne reconnaissent pas systématiquement le vol comme motif grave. Et une des raisons une des raisons expliquant cela, c'est l'absence d'intention frauduleuse dans le chef du travailleur. En effet, pour qu'il y ait vol, il faut que le travailleur ait agi avec l'intention frauduleuse de se soustraire illégitimement à la possession d'un bien. Or, les juridictions adoptent des approches différentes sur ce point. Dans la première affaire, on est face à un litige entre un ouvrier et son employeur, une entreprise de menuiserie, et l'employeur lui reproche d'avoir emporté du matériel sans autorisation. Il s'agissait d'un laser et d'un trépied. Le juge dit qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse parce que le travailleur a discrètement restitué les objets le soir même après avoir été interrogé. Donc ici, le motif grave n'a pas été retenu. Dans la deuxième affaire, qu'on va voir juste après, la juridiction a eu une approche un peu différente. Donc on est ici dans un magasin où un employé est surpris par les caméras de surveillance en train de passer à la caisse automatique avec 2 caisses de vin. Mais il n'en scanne qu'une seule. On y voit le travailleur regarder autour de lui, puis s'assurer que personne ne l'observe. Et ici, la Cour part du principe que l'employeur apporte la preuve du motif grave avec un degré raisonnable de certitude, notamment grâce à l'aide des images caméra, donc les images de surveillance, caméra surveillance. Pour la Cour, c'est donc ici au travailleur de démontrer qu'il n'y a pas eu d'intention frauduleuse.
ce qu'il ne réussira pas à faire. Et donc, la Cour a reconnu le motif grave. Donc, deux décisions, deux approches différentes quant à la charge de la preuve de l'intention frauduleuse. Dans la première, le tribunal a estimé que l'employé, en rendant directement les objets, n'avait pas d'intention frauduleuse de vol, et l'employeur ne pouvait pas non plus prouver celle-ci. Dans la seconde, l'employeur, par les faits, a démontré l'intention frauduleuse, et l'employé n'a pas démontré le contraire. On va maintenant parler d'un autre sujet sensible, le licenciement pour motif grave d'un travailleur qui, pendant son activité, a quand même exercé une activité. Qui, pendant son incapacité de travail, pardon, a quand même exercé une activité. Donc c'est une situation qu'on rencontre souvent, mais attention, les tribunaux ne réagissent pas tous de la même manière. Il y a plein de jurisprudence sur ce sujet, dans lesquelles les faits sont souvent différents, mais la question qui revient systématiquement, c'est l'activité exercée pendant la période d'incapacité était-elle de nature à retarder la guérison du travailleur? Donc ici, en soi, ce n'est pas l'activité qui pose problème, mais son effet sur la guérison. Et c'est ici ce que les juges vont analyser. Donc dans le premier cas, c'est un employé magasinier qui s'est fracturé le petit doigt, enfin le doigt plutôt, ce qui entraîne une longue période d'incapacité. Et pendant cette période d'incapacité, ce travailleur participe à des activités de fitness. Par la suite, l'employeur décide de licencier le travailleur pour motif grave, en estimant que s'il est capable de réaliser cette activité de fitness, alors il n'est pas incapable de faire son travail. Mais la Cour n'est pas d'accord et elle rappelle un principe important. Exercer une activité pendant une incapacité, ce n'est grave que si l'activité retarde la guérison ou prouve que l'incapacité est simulée. La Cour va aussi rappeler que ce n'est pas parce qu'on est en incapacité pour un poste de magasinier qu'on ne peut pas faire autre chose à côté. Donc ici, avec ce type de blessure, le travailleur pouvait effectuer d'autres tâches et l'activité de fitness n'entravait pas le processus de guérison. Donc le motif grave a été rejeté. Dans la seconde affaire, le contexte est différent. Il s'agit d'un travailleur en incapacité à cause de douleurs au dos, mais durant cette incapacité de travail, il exécutait des travaux lourds sur un chantier. Il conduisait un tracteur, il nettoyait la façade de la maison à l'échelle, il portait des charges lourdes, etc. Et donc ici, la Cour a conclu que ce type d'activité entravait, retardait la guérison du travailleur. Mais ici, nous ne sommes pas sur un simple petit problème au doigt. Ici, les activités retardaient vraiment la guérison. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'un travailleur travaille durant une incapacité de travail qu'il est possible de le licencier pour motif grave. Tout dépendra de la cause d'incapacité, de la nature de l'activité qu'il exercera et de son impact sur la guérison. Une autre faute du travailleur qui peut parfois justifier un licenciement pour motif grave, c'est la violation des dispositions de la carte policier. Dans une affaire jugée par la Cour du travail de Bruxelles, l'employeur avait licencié un travailleur pour motif grave à cause de plusieurs manquements à la carte policier. Premier manquement, le fait que l'employé n'avait pas signalé immédiatement son retrait temporaire de permis. Deuxième manquement, le fait qu'à plusieurs reprises, l'employeur avait demandé une copie du permis de conduire au travailleur et à chaque fois, le travailleur prétendait l'avoir oublié. Troisième manquement, le travailleur aurait laissé son épouse conduire le véhicule de société de manière régulière alors que la carte policier l'interdisait. Mais la Cour du travail de Bruxelles ne reconnaît pas ici l'existence du motif grave. Pourquoi ? Elle constate que plusieurs éléments ne sont pas prouvés. D'abord, l'employeur n'a pas démontré que l'épouse utilisait régulièrement le véhicule. Ensuite, le motif grave invoqué n'était pas que le travailleur conduisait sans permis, parce que ça aurait pu en soi constituer un motif grave, mais uniquement le fait de ne pas avoir informé l'employeur du retrait temporaire de permis. Et donc, selon la Cour, ce motif est insuffisant. Il y a également le fait que la fonction exercée par le travailleur, ici c'est un employé logistique, eh bien, ce n'était pas un élément qui aurait pu justifier un licenciement pour motif grave, comme par exemple un chauffeur poids lourd, où là, le fait d'avoir un permis de conduire est indispensable à la fonction. Donc il restait deux motifs, le fait d'avoir oublié de signaler le retrait temporaire de permis et l'oubli de présenter une copie du permis. Et pour ces deux motifs, la Cour considérait que c'était trop léger pour reconnaître le motif grave. Un mois après cet arrêt, on va voir que la Cour du travail, dans des faits plus ou moins similaires, va rendre une décision différente,
On parle ici d'une travailleuse qui est licenciée pour motif grave à cause de l'usage abusif d'une carte carburant. Ici, la carte policy énonçait que la carte carburant ne pouvait être utilisée que par le travailleur lui-même et elle ne pouvait être utilisée que pour faire le plein du véhicule de société attribué à ce travailleur. Mais ici, on comprenait très clairement, à la suite d'une enquête, que ce n'était pas elle qui utilisait la carte mise à sa disposition, mais bien une autre personne qui n'était autre que son époux. Donc la Cour a jugé que le licenciement était bien justifié pour motif grave. Et en réalité, cette décision n'est pas si étonnante que cela, et on peut facilement comprendre pourquoi. Ici, la Cour considère cette faute comme plus grave que celle examinée dans l'affaire précédente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, ce que la travailleuse a fait, selon la Cour, ça peut être assimilé à un acte de vol finalement. Voilà, donc dans les deux affaires suivantes que nous allons examiner, il y a des faits qui sont différents, mais qui démontrent, qui démontrent tous les deux une situation dans laquelle le travailleur est licencié pour motif grave après avoir refusé un entretien, ce que l'employeur va qualifier d'insubordination. Donc on va donc expliquer pourquoi c'est reconnu dans le premier et pas dans le deuxième. Dans la première affaire, qui est jugée par la Cour du travail de Liège, le travailleur a refusé de participer à un entretien de confrontation demandé par l'employeur. Dans la seconde affaire, jugée par le tribunal du travail du Hainaut, le refus concernait 3 convocations successives adressées aux travailleurs par le médecin du travail dans le cadre d'un trajet de réintégration. Dans la première affaire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle ouvre certaines perspectives, certaines possibilités pour les employeurs. Il s'agit en fait d'un travailleur qui a multiplié les prises de position très virulentes sur l'intranet de l'entreprise qu'il critiquait, et l'employeur décide de le convoquer pour le confronter à ces remarques, mais le travailleur refuse. Il refuse de participer à cet entretien en disant qu'il ne voit pas pourquoi il devrait se justifier. L'employeur, excédé, va alors procéder à son licenciement pour motif grave, pour cause d'insubordination. Et la Cour va lui donner raison, et elle dit clairement que l'employeur a le droit de convoquer son travailleur pour lui poser des questions, et que refuser obstinément un tel entretien, c'est de l'insubordination, et donc ça peut justifier un licenciement pour motif grave. Donc c'est une décision intéressante parce qu'elle pourrait permettre aux employeurs de sanctionner un travailleur lorsqu'il ne se présente pas à un entretien ou quand un travailleur refuse de coopérer. Bon, bien entendu, ça ne signifie pas que ce sera toujours un motif grave, donc attention, chaque cas est particulier, mais ça donne quand même des possibilités aux employeurs pour sanctionner éventuellement avec une sanction disciplinaire. Alors dans le deuxième cas, ici on est face à un travailleur en incapacité de travail qui est convoqué 3 fois par le médecin du travail dans le cadre d'un trajet de réintégration. On voit que ici la situation est différente. Hein. L'employeur voit dans ses absences une insubordination et licencie le travailleur pour motif grave. Mais le travailleur se défend et il explique qu'il était trop malade pour se rendre aux 2 premiers rendez-vous et qu'il a envoyé un certificat médical pour le prouver. Et pour le 3e rendez-vous qu'il a manqué, il dit qu'il n'a jamais reçu la convocation et qu'il l'a d'ailleurs signalé, mais que voilà. Donc ce n'est pas de sa faute. Le tribunal va suivre son raisonnement, le raisonnement du travailleur, et il va rappeler que pour parler d'une insubordination, il faut une volonté claire de désobéir. Et ici, ce n'était pas le cas. Le travailleur était malade ou alors il n'a pas reçu l'invitation. Et surtout, la loi ne prévoit aucune sanction spécifique si le travailleur manque 3 fois un rendez-vous dans le cadre d'un trajet de réintégration. La loi dit juste que le trajet de réintégration prend fin. Donc, en conclusion, le tribunal dit que même si les absences sont répétées, elles ne constituent pas une faute grave parce qu'elles sont justifiées. Ici, l'employé n'avait pas la volonté de commettre de l'insubordination. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler d'insubordination, il faut vraiment que le travailleur ait agi avec cette volonté. Donc voilà, pour clore ce tour d'horizon de la jurisprudence sur le licenciement pour motif grave, on va parler d'un dernier cas marquant qui est l'accès à la boîte mail d'un collègue. Donc pas de deuxième affaire comparable ici, on a un seul arrêt, qui est celui de la Cour du travail de Bruxelles, et qui mérite vraiment d'être mentionné. Dans cette affaire, qu'est-ce qu'un travailleur a fait? Eh bien, il est ici invité à accéder à la boîte mail, la boîte mail professionnelle d'un collègue, dans un cadre strictement professionnel, pour assurer le suivi de ce collègue, du travail du collègue. Jusqu'ici, pas de problème. Mais en consultant la boîte mail, il tombe sur un mail privé.
un message que ce collègue avait envoyé pour postuler à une autre fonction dans la même entreprise. Au lieu d'ignorer ce message, il fait tout le contraire. Non seulement il transfère le message à deux autres collègues, deux autres collaborateurs, dont un membre de la hiérarchie, mais en plus il va ajouter un commentaire moqueur. La Cour va considérer que ce comportement commet une triple violation. Une violation sur l'atteinte à la vie privée du collègue, une violation de confidentialité des communications électroniques et le non-respect des règles internes en matière d'usage des outils informatiques. Donc la Cour dit clairement que le fait d'avoir transféré le message et d'ajouter un commentaire moqueur, ce n'est pas un accident, c'est volontaire, intentionnel et c'est incompatible avec le maintien d'une relation de confiance. Alors, après avoir abordé le licenciement pour motif grave, tournons-nous à présent vers une nouvelle page. On va parler de la force majeure médicale. Auparavant, on remarquait souvent que les employeurs faisaient usage du trajet de réintégration pour pouvoir par la suite mettre fin au contrat pour force majeure médicale. Mais attention, ce n'était pas le but du législateur. Et le législateur s'est rendu compte qu'il y avait une certaine incompréhension des employeurs sur ces deux éléments. Donc que va-t-il faire? Eh bien, le législateur est intervenu en 2022 et il a adopté une nouvelle mesure en séparant ces deux éléments en deux procédures distinctes. Donc on a désormais une réelle distinction entre, d'un côté, le trajet de réintégration et la procédure pour force majeure médicale. Le trajet de réintégration, lui, va servir à réinsérer le travailleur en incapacité de longue durée au travail, selon des conditions adaptées bien sûr. Et la procédure pour force majeure médicale, elle, va viser à mettre fin au contrat de travail après une longue période d'incapacité de travail. Alors, le nouveau gouvernement Arizona a lui aussi annoncé certaines mesures importantes dans son accord, et on y voit une réelle volonté du gouvernement de mettre fin aux incapacités de longue durée et surtout de remettre les malades de longue durée au travail. Donc le gouvernement va prévoir dans son accord a prévu dans son accord que l'employeur pourra initier un trajet de réintégration dès le premier jour de maladie, à condition d'obtenir l'accord du travailleur. Deuxième point, le gouvernement a prévu que le travailleur pourra demander un trajet de réintégration à titre préventif, c'est-à-dire avant même d'être officiellement en incapacité de travail. Mais l'employeur reste libre de refuser de donner suite à cette demande. Donc on voit par ces deux mesures qu'il s'agit vraiment de changements qui ont pour but d'améliorer les chances de réintégrer les travailleurs à leur poste. Ce n'est pas tout parce que le gouvernement prévoit également dans son accord une autre mesure importante à retenir. Eh bien, le gouvernement souhaite que l'employeur puisse lancer la procédure pour force majeure médicale après 6 mois d'incapacité ininterrompue du travailleur, au lieu de 9 actuellement. Donc c'est quand même une réduction importante du délai. Mais à nouveau, il faudra suivre l'évolution de la situation attentivement, parce que pour l'instant, il s'agit seulement de mesures annoncées et rien n'est prévu dans la loi. Avant de discuter de la jurisprudence, il est peut-être intéressant de parcourir brièvement la procédure à suivre en cas de force majeure médicale. Et on verra d'ailleurs par la suite pourquoi c'est important de suivre attentivement la procédure dans la jurisprudence que nous allons énoncer. Donc, concernant la procédure, il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. On commence par la mise en route de la procédure qui peut être initiée par l'employeur ou par le travailleur. Et dans la plupart des cas, ce sera l'employeur qui va la mettre en route. Ensuite, après cette mise en route, le médecin du travail intervient, il va procéder à une évaluation médicale du travailleur et il va ensuite faire son constat. Et par la suite, l'employeur va examiner s'il est possible de fournir un travail adapté ou un travail à un autre poste. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est que la force majeure médicale ne peut être invoquée seulement si toutes les étapes sont correctement suivies. Parce qu'on voit souvent des cas où l'employeur a tendance à s'emballer un peu trop vite et à constater la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale. Alors, une fois que la procédure a été suivie et qu'il est devenu définitivement impossible pour le travailleur d'exécuter le travail convenu, une troisième condition peut avoir lieu. On rencontre 3 situations différentes qui viennent s'ajouter à ces 2 conditions. La première, eh bien, le travailleur ne demande pas l'examen d'un autre poste ou d'un travail adapté,
Et alors, dans ce cas, une fois que ces trois conditions sont réunies, l'employeur peut rompre le contrat sur base du constat d'inaptitude définitive. Dans la deuxième situation, le travailleur demande bien l'examen, mais aucun poste adapté n'est envisageable. Donc ici, l'employeur doit motiver pourquoi ce n'est pas possible d'offrir un travail adapté et mettre ça là dans un rapport écrit. Et par la suite, il pourra rompre le contrat pour force majeure médicale. Troisième situation, ou troisième condition, le travailleur a bien demandé d'examiner la possibilité d'un travail adapté, mais lorsque l'employeur lui a proposé un plan de réintégration, l'employeur a refusé. Et bien dans ce cas, la rupture sera également possible. Nous allons à présent analyser des décisions dans lesquelles l'employeur n'avait pas respecté la procédure stricte de force majeure médicale. Et donc ici, on a un arrêt intéressant de la Cour du travail dans lequel il s'agit d'un travailleur qui tombe en incapacité de travail. Plusieurs mois plus tard, le médecin du travail conclut qu'il est définitivement inapte et que le travailleur, qu'il n'existe plus de possibilité de travail adapté pour le travailleur. 2 jours seulement après cet avis du médecin du travail, l'employeur met fin au contrat pour force majeure médicale. Problème, eh bien, le délai de recours de 7 jours dont disposait le travailleur n'était pas encore écoulé. Et donc ici, l'employeur a agi trop rapidement. Je précise juste, je fais une petite parenthèse, à l'époque, ce délai de recours était de 7 jours, maintenant, il est actuellement de 21 jours. Et donc, on voit qu'ici, l'employeur a agi trop rapidement et qu'il ne pouvait agir qu'après la fin de ce délai de recours. Et donc ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la procédure doit avoir été correctement suivie, mais surtout qu'il faut avoir une décision définitive, c'est-à-dire que le délai de recours possible pour le travailleur, il faut qu'il soit expiré ou bien que le recours ait été rejeté, à défaut de quoi la rupture pourra être considérée comme irrégulière. Donc faites bien attention lorsque, en tant qu'employeur, vous souhaitez invoquer une rupture pour force majeure médicale, il faut toujours attendre le délai d'expiration avant de constater la rupture. Et même si l'employé n'a finalement pas introduit de recours, si ce n'est pas vraiment pertinent dans la décision finale, il faudra quand même, dans tous les cas, attendre la fin du délai de recours. Passons maintenant à un autre arrêt intéressant, rendu cette fois par la Cour du travail de Bruxelles. Il s'agissait d'une travailleuse en incapacité de travail depuis 2017 et a introduit une demande pour harcèlement. Puis elle décide d'elle-même de consulter le médecin du travail. Le médecin du travail lui recommande qu'elle quitte l'entreprise à partir de février 2019. L'employeur, en voyant cette recommandation du médecin du travail, va alors mettre fin au contrat en remettant le C4 avec la mention force majeure. Le problème, c'est qu'ici, la force majeure médicale la procédure n'a pas été respectée. Et l'employeur s'est basé seulement sur une recommandation sans respecter les règles formelles. Suite à cette rupture, la travailleuse décide de saisir le tribunal du travail. Par la suite, l'affaire arrive entre les mains de la Cour du travail et la Cour va donner raison à la travailleuse. Elle va rappeler que la rupture pour cause de force majeure médicale est encadrée par une procédure stricte et dans ce cas-ci, cette procédure n'a pas été respectée. Pourquoi? Eh bien, la Cour insiste, le simple fait que le médecin du travail ait de sa propre initiative établi un formulaire d'évaluation et qu'il ait recommandé de quitter l'entreprise ne suffit pas. Il faut une initiative formelle de l'une des deux parties, c'est-à-dire du travailleur ou de l'employeur, comme on l'a vu précédemment. Donc ici, la rupture était jugée irrégulière. Alors, voyons maintenant un troisième exemple qui nous vient du secteur aérien. Et il s'agit d'une travailleuse qui est en incapacité de travail à la suite d'un épuisement professionnel qui est lié à une surcharge de travail, un stress, etc. Bref, un contexte particulièrement difficile. L'employeur décide d'initier un trajet de réintégration, sans doute dans le but de mettre fin au contrat de travail par la suite, puisqu'on, comme on l'a vu au début, cette procédure était souvent mal comprise par les employeurs qui, dans la plupart des cas, ne souhaitaient pas réellement favoriser un retour au travail, mais plutôt invoquer la force majeure médicale. Donc cet employeur, il initie un trajet de réintégration, et à la fin de ce premier trajet de réintégration, le conseiller en prévention médecin du travail estime que la travailleuse pourrait reprendre le travail convenu à terme et à court terme, elle est apte à prester un travail adapté. À la suite de cet avis rendu par le médecin du travail, eh bien, que va faire l'employeur? Il ne va rien faire, tout simplement.
il ne va rien faire, sûrement parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une décision du médecin du travail ne lui permette pas de mettre fin au contrat pour force majeure. Quelques mois plus tard, cet employeur va initier un second trajet de réintégration, et là encore, le médecin confirme ce qu'il a dit précédemment dans sa recommandation précédente, et la travailleuse de son côté montre sa volonté de reprendre le travail, mais à nouveau, l'employeur reste passif. Donc concrètement, on a à deux reprises, l'employeur emploie cette procédure pour sortir sa travailleuse, et à deux reprises, le médecin du travail constate que la travailleuse pourrait reprendre le travail de façon adaptée, ce qui vient donc contrecarrer ses plans. Face à l'absence totale de réaction de l'employeur, la travailleuse décide de prendre les devants et lance elle-même la procédure, non pas pour rompre le contrat, mais pour permettre sa réintégration. Et cette fois, les choses bougent, mais le médecin établit que la travailleuse est définitivement inapte à exercer le travail convenu. Et c'est seulement à ce moment-là que l'employeur réagit et il met fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale. Mais ce qui est particulièrement marquant dans ce dossier, c'est le contexte dans lequel cette rupture intervient. Ici, on a un employeur qui est resté totalement passif, alors que la travailleuse, elle, a exprimé à plusieurs reprises son souhait de reprendre le travail dans des conditions adaptées. Alors que va dire le tribunal? Eh bien, le tribunal va sanctionner sévèrement le comportement de l'employeur et il pointe plusieurs manquements, notamment le fait que la force majeure médicale a été invoquée à tort, puisque des possibilités concrètes de réintégration existaient. Ensuite, le fait que l'employeur n'a donné aucune suite aux recommandations du médecin du travail, qu'il n'a rédigé aucun rapport motivé pour justifier pourquoi il ne pouvait pas proposer de travail adapté. Et enfin, le fait qu'il n'a jamais entrepris d'examen sérieux pour la réintégration. Et donc, sur cette base, le tribunal estime que la rupture du contrat est irrégulière. Et il va accueillir les demandes de la travailleuse qu'elle avait formulées. Et ces demandes étaient l'indemnité de protection pour les représentants du personnel, parce qu'elle en faisait partie, et l'indemnité pour discrimination. Mais donc, pourquoi je précise ces deux indemnités? Parce que c'est aussi un arrêt intéressant qui nous montre qu'on a vu au début du webinaire, dans lequel le tribunal accepte ici le cumul de ces deux indemnités. C'est surtout un arrêt intéressant puisqu'il montre l'importance du comportement que peut avoir, l'importance du comportement de l'employeur qui peut avoir une conséquence sur la rupture pour cause de force majeure médicale. Alors, on va voir un autre cas très révélateur de certaines erreurs qu'on voit encore en pratique et qui montre là toute l'importance de suivre les règles correctement. Donc, il s'agit d'une travailleuse qui fait savoir à sa responsable qu'elle pense à une reconversion professionnelle. Elle annonce non pas sa démission, elle n'annonce pas non plus qu'elle quitte son poste, elle annonce simplement qu'elle veut se reconvertir professionnellement. Elle demande à être tenue informée de sa demande. Et donc, à ce stade, le contrat existe toujours. Il n'y a aucune rupture, ni express ni explicite, ni express ni implicite. Ensuite, elle tombe en incapacité de travail. Elle prend contact avec le médecin du travail dans le cadre d'un trajet de réintégration. Et là, le médecin rend un avis clair. Il y a inaptitude définitive à exercer la fonction convenue. Et là-dessus, l'employeur réagit mal. Que va-t-il faire? Eh bien, sur le C4, il va mentionner que c'est la travailleuse qui aurait demandé la fin de son contrat, ce qui est inexact. La travailleuse, forcément, ne laisse pas passer ça et porte l'affaire devant le tribunal du travail. Par la suite, la Cour du travail est amenée à statuer sur l'affaire. Et que va dire la Cour? Eh bien, elle va lui donner entièrement raison et elle va préciser un point important. Dire qu'on veut changer de métier, se réorienter professionnellement, ça ne veut pas dire qu'on veut mettre fin au contrat de travail. Il faut une volonté claire du travailleur. Et ici, il n'y avait rien de tout cela. Mais elle va également faire un deuxième rappel important, très utile en pratique. Le trajet de réintégration, ce n'est jamais une manière de mettre fin au contrat de travail. Donc ici, la travailleuse, ce n'est pas parce que dans un premier temps, elle avait invoqué le fait de vouloir se réorienter professionnellement, dans un second temps, elle a initié le trajet de réintégration, qu'elle voulait mettre fin au contrat de travail, pas du tout. C'est une procédure strictement médicale qui sert juste à favoriser la reprise au travail, mais pas à mettre fin au contrat. Et pourtant, ici, l'employeur a cru bon de mettre fin à ce contrat sans respecter la procédure pour force majeure médicale.
Alors, terminons avec une dernière décision importante qui a été rendue par la Cour du travail de Mons, toujours à propos de la rupture pour cause de force majeure médicale. Il s'agit d'une travailleuse qui va connaître des tensions graves avec son supérieur et qui va être amenée à travailler dans un environnement assez toxique. Au fil du temps, l'ambiance l'ambiance toxique s'accentue et c'est vraiment devenu insupportable pour elle. Que va-t-elle faire? Eh bien, elle demande à son employeur de travailler sur un autre site pour sortir du conflit. Mais l'employeur refuse et pire encore, il va lui envoyer 3 avertissements. La travailleuse tombe en incapacité de travail et son médecin traitant lui dit qu'elle pourrait éventuellement travailler, mais pas sur le site actuel, sur un autre site. Le médecin du travail, quant à lui, va être plus strict. Il dit qu'elle est définitivement inapte et qu'aucun autre poste n'est envisageable. L'employeur va mettre fin au contrat pour cas de force majeure médicale. Et la Cour du travail de Mons va être très sévère avec l'employeur. Elle va dire d'abord que c'est l'ambiance toxique au travail qui a provoqué l'état de santé de la travailleuse. Et là, la Cour est très claire. Elle dit, employeur, c'est votre comportement qui a créé cette situation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous en servir pour invoquer une force majeure médicale. Donc, le résultat de cette décision, c'est qu'elle va requalifier la rupture en licenciement fautif. Elle va condamner l'employeur à payer une indemnité. Donc, à nouveau, attention en tant qu'employeur à ne pas invoquer une rupture pour force majeure médicale si la cause d'incapacité du travailleur provient de l'environnement que vous avez mis en place au travail. Donc, on voit une nouvelle fois que le comportement de l'employeur ici est décisif. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre exposé. Il nous reste encore 2 arrêts à vous présenter. Le premier porte sur une modification de fonction et la question qui se posait, c'était de savoir si la modification pouvait être considérée comme un acte équivalent à rupture. Le deuxième arrêt qu'on va aborder concerne la rémunération liée à la clause de non-concurrence en cas de travail à temps partiel temporaire. Comme on n'a pas su les intégrer dans les autres parties du webinaire, on a appelé ce chapitre très simplement divers. Alors, en pratique, on reçoit souvent des questions des employeurs qui se demandent si le changement de fonction qu'ils envisagent n'est pas risqué, si ça pourrait être considéré comme un acte équivalent à rupture sans l'accord du travailleur. Et donc, si on a choisi de vous parler de ce premier arrêt, c'est justement parce que la Cour y détaille les critères qu'il faut examiner pour savoir si nous sommes ici dans un changement qui est acceptable ou au contraire qui pourrait découler d'un acte équivalent à rupture. Alors, dans ce dossier, dans cet arrêt, on parle d'un travailleur qui avait déjà exercé plusieurs fonctions dans l'entreprise et au moment des faits, il occupait la fonction de directeur supply chain. Après une restructuration, cette fonction a disparu et l'employeur lui propose une fonction de bid team leader, clairement moins élevée. Le travailleur qui n'est pas satisfait va saisir le tribunal pour demander la résolution judiciaire du contrat, mais pendant la procédure, l'employeur revoit sa proposition et lui propose finalement un autre poste, le poste de Head of Customer Services. Alors, que va dire la Cour? Eh bien, la Cour va analyser les faits en détail en comparant l'ancienne et la nouvelle fonction, et elle le fait en se basant sur 6 critères qu'il est important de retenir pour éventuellement voir si, à l'avenir, vous êtes dans une situation de modification importante. Alors, premier critère, le niveau de fonction. Ici, voilà, il n'y avait pas vraiment de rétrogradation parce que les fonctions étaient plus ou moins au même niveau. L'aspect gestion, ici, dans les deux fonctions, monsieur dirigeait une équipe. Troisième critère, la dimension géographique de la fonction. Donc avant, monsieur était responsable pour la Belgique, France, Italie, et dans la nouvelle fonction, il n'est que pour la France et le Benelux. Voilà, ici, c'est pas la même chose, mais c'est quand même comparable. Quatrième critère, le point intellectuel des deux fonctions, et la Cour dit que c'est totalement comparable. Cinquième critère, le travailleur disait qu'il n'avait pas les compétences pour le nouveau poste. Eh bien, la Cour n'est pas convaincue par cet argument et ajoute que même si c'était le cas, l'employeur avait proposé des formations pour qu'il puisse acquérir les compétences nécessaires. Sixième et dernier critère, qui était soulevé par le travailleur, il affirme que le nouveau poste est plus commercial alors que tous ces autres postes précédents étaient plus opérationnels. Eh bien, la Cour va vérifier, elle conclut que le poste de Head of Customer Services est une fonction large avec des compétences variées, et donc, en résumé, elle reconnaît que les fonctions sont différentes, mais
reste équivalente en termes de responsabilité et des compétences. Et donc, dans ce cas, le changement de fonction imposé par l'employeur n'était pas un acte équivalent à rupture. Un dernier arrêt, qui est un arrêt de la Cour du travail d'Anvers, qui traite de la question de savoir comment on calcule une indemnité de non-concurrence dans le cas spécifique d'un travailleur qui a pris un congé parental un 5e temps et qui travaille donc temporairement à temps partiel. Eh bien, dans le cas du contrat du travailleur, il y avait une clause de non-concurrence et les parties sont allées vers un scénario de sortie à l'amiable. Et ça doit tout de suite vous faire tilt. Et je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent en pratique, que les employeurs oublient souvent en pratique. Mais contrairement à un licenciement où une clause de non-concurrence normale, entre guillemets, ne produit en principe pas d'effet, dans le cas d'une rupture de commun accord, la clause reste valable. Donc il faut faire attention et penser à toujours renoncer explicitement à la clause de non-concurrence quand on fait une rupture de commun accord pour justement éviter de devoir par la suite payer une indemnité de non-concurrence. Et dans cette affaire, l'employeur prétendait avoir renoncé à la clause, mais n'a pas pu apporter la preuve de cela, si bien que selon la Cour, une indemnité de non-concurrence était due. La question qui se posait ici, c'était comment calcule-t-on cette indemnité? Eh bien, il y a deux sous-questions à cette question. Premièrement, on a ici affaire à un travailleur qui a pris un congé parental d'un 5e et qui travaille normalement à temps plein. Est-ce qu'on calcule l'indemnité de non-concurrence de 6 mois pour ce travailleur sur son salaire à temps plein normal ou sur le salaire à temps partiel? Eh bien, pour le calcul d'une indemnité de rupture, c'est clair. La législation dit clairement que dans le cadre d'un congé parental, on doit faire le calcul sur la base de la rémunération effective à temps plein. On pourrait donc s'attendre à ce que ce soit pareil pour le calcul d'une indemnité de non-concurrence, mais non. Ici, la Cour dit non, elle dit tout autre chose et décide que l'indemnité de non-concurrence de 6 mois doit être calculée sur base des prestations réelles du travailleur à la fin du contrat de travail, et donc ici sur le salaire partiel temporaire du travailleur. Deuxième sous-question, ce salaire à temps partiel, est-ce simplement du salaire mensuel brut de base ou est-ce qu'on doit inclure tous les avantages dans la base de calcul? Et bien là, la Cour dit, comme pour l'indemnité de rupture, il faut prendre le salaire avec les avantages compris. Donc cette position de la Cour d'Anvers, elle a déjà été confirmée plusieurs fois dans la jurisprudence, même s'il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'unanimité et que d'autres décisions existent déjà à ce sujet. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré à l'actualité jurisprudentielle concernant la fin du contrat de travail. On espère que ces jurisprudences vous seront utiles dans votre pratique quotidienne. Si vous avez des questions, on va encore rester un petit peu de temps pour que vous puissiez les poser dans le chat, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail et on y répondra. Donc, à titre informatif, on organise un prochain webinaire vers le mois de septembre-octobre. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances.